Et fini la lune de miel entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Le patron du MoDem vent debout ce matin après la publication de la liste des candidats aux législatives. Ses troupes, dit-il, sont trop peu représentées. Il convoque ce soir un bureau politique. Autre élément important dans cette liste des candidats d'En Marche aux législatives, ce sont ces cases laissées vides. Une main tendue, vous le verrez, aux personnalités de droite, notamment Macron, compatibles. Et puis du foot, pas de miracle pour Lyon. L'OL n'ira pas. On n'a pas parlé d'intérêt partisan. On n'a pas eu de négociation. On n'a pas passé son temps à échanger. C'est pas j'achète et tu vends. C'est rien de tout ça. Pas j'achète et tu vends, pas de négociation. Ça, visiblement, c'était le temps d'avant et qu'il semble loin, ce temps, ce matin, par rapport à février. Oui, depuis hier, François Bayrou ne décolère pas. En cause, cette liste des candidats d'En Marche pour les législatives. Pas assez de représentants du MoDem, trop de socialistes. François Bayrou appelle le président élu à la raison. Et Eleonore Vanel. C'est une opération recyclage du Parti socialiste, la grande lessiveuse. Je ne laisserai pas faire ça. Emmanuel Macron va devoir changer de logiciel. Coup de colère de François Bayrou à la découverte des investitures d'En Marche. Selon lui, seuls 35 candidats du MoDem éligibles ont finalement été retenus, contre les 120 qu'Emmanuel Macron lui aurait promis. La liste des investitures publiées n'est en aucun cas celle à laquelle le MoDem a donné son assentiment. Des critiques que tentent de minimiser des proches du président élu. C'est normal dans une discussion, et je comprends François Bayrou, je vous dirais même qu'à sa place, je ferais certainement la même chose. Il veut protéger ses troupes, et il a plus d'exigences, le rapport de force se tend, nous allons poursuivre la discussion, et évidemment, je suis convaincu qu'on trouvera le chemin de la raison. Un premier accroc donc dans l'idylle politique entre les deux hommes. Emmanuel Macron et ses amis veulent de très bons candidats, veulent des candidats qui peuvent gagner. Et apparemment, dans un certain nombre de circonscriptions, ils ont préféré mettre leurs candidats en marche, qu'ils ont repérés et recrutés, plutôt que des candidats MoDem qu'ils trouvaient peut-être plus faibles. Avec ces quelques 150 circonscriptions encore vacantes, La République En Marche laisse une marge de manœuvre que compte bien investir François Bayrou. Le patron du MoDem a convoqué ce soir un bureau politique. Il dit espérer que d'ici là, le mouvement d'Emmanuel Macron aura repris ses esprits. Nicolas Prissette, à quoi joue Emmanuel Macron? Est-ce que François Bayrou est en train de se faire avoir? Eh bien, François Gavier, je vais vous faire une réponse à la Macron. Sans doute, mais en même temps, eh bien, François Bayrou a poussé le bouchon très très loin. Le MoDem a revendiqué jusqu'à 140 candidats, oui, une investiture sur 4, parce que François Bayrou a estimé que son ralliement, eh bien, ça représentait une voix sur 4 en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour. Alors, il assure qu'ils ont topé à 120 au cours d'un déjeuner mercredi, et que hier soir, il en a découvert qu'il y avait seulement 35 MoDem dans les investitures d'En Marche. Sauf que, en fait, on ne sait pas qui sont ces candidats. En réalité, selon une source chez En Marche, il n'avait même pas le compte, François Bayrou, tant son parti est devenu faible sur l'échiquier politique, avec très peu de militants. Et en plus, il ne remplissait pas tous bien la condition, notamment celle d'une parité homme-femme. Alors aujourd'hui, François Bayrou fait monter les enchères, bien sûr, parce qu'il n'a aucun député, rappelons-le. Il n'a pas non plus encore été nommé ministre par Emmanuel Macron. Il le force à exposer une logique d'appareil, ce dont le nouveau président ne voulait absolument pas. Attention au retour de bâton. Merci beaucoup Nicolas. À suivre donc pour cette crise et en même temps quelques couacs. La République En Marche a dû publier une deuxième liste hier soir, une dizaine d'erreurs ayant été relevées sur la première. Le nom de Mourad Boudjelal, par exemple, le patron du RCT, le club de rugby de Toulon, a ainsi été retiré. Il n'avait pas été investi, il n'était d'ailleurs même pas candidat. Même chose pour François Pupponi, le député maire socialiste de Sarcelles. La Commission nationale d'investiture a travaillé beaucoup et dormi très peu, et il y a eu une ou deux erreurs sur une ou deux des 428 circonscriptions, donc vous nous en ferez grâce, mettez ça sur le compte de la fatigue plus que toute autre chose. Considérez que les 250 heures de travail réalisées depuis 3 mois, que le fait d'avoir travaillé sérieusement et de ne pas avoir fait ça dans des comptes d'arrière-boutique comme les autres partis, vous mettiez ça sur le compte de la précipitation, c'est votre interprétation, je ne crois pas que ce sera celle que feront les Français quand on leur présentera la totalité des candidats. Autre élément important, toujours à propos de cette liste, ce sont les cases vides. Pour l'instant, il y en a 149, comme 149 circonscriptions au total, où des personnalités de droite, ce qu'on appelle les macro-compatibles, sont candidats. On voit ça avec Julie Patin. Préservé donc pour le moment, Bruno Le Maire, Gilles Boyer, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé,
Thierry Solaire ou encore Franck Riester. Au total, une trentaine de députés que La République En Marche aimerait compter dans sa majorité. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des espaces ouverts et que celles et ceux qui comprennent que la dynamique d'Emmanuel Macron, qui consiste, une fois encore, à faire en sorte qu'il y ait un profond renouvellement de notre vie politique, sont les bienvenus. Une semaine, le temps notamment de connaître le nom du Premier ministre. S'il est de droite ou de centre-droit, certains députés Les Républicains pourraient se laisser convaincre. Opération séduction de la droite donc, et main tendue à gauche aussi, à certains membres du gouvernement. Pour l'instant, aucun candidat n'a été investi face à Marisol Touraine, Myriam El Khomri et Stéphane Le Foll. Une stratégie très largement critiquée et sans surprise à droite. Les ténors des Républicains dénoncent notamment une opération de recyclage. Je crois qu'il s'agit surtout d'une première opération de recyclage de députés socialistes, puisque tous les sortants sont des députés socialistes et qu'on peut imaginer facilement que ceux qui vont pourvoir le dernier quart seront très largement des députés sortants. S'agissant des tentations d'ouverture, ça a toujours existé par le passé. Cette recomposition interviendra inévitablement, mais ce sont les Français qui le feront. Le reste ne seront pas des prises de guerre, ce sera plutôt des prises d'otages. Lui non plus n'a pour l'instant aucun candidat d'En Marche face à lui. On parle d'Édouard Philippe, dont le nom est depuis maintenant une semaine cité pour Matignon. Alors il a évoqué hier soir la question justement du futur Premier ministre. Ouais, c'était dans un discours de lancement de la campagne des législatives dans sa ville du Havre. Il appelle Emmanuel Macron à choisir la transgression plutôt que la tradition. Appel du pied ou pas en tout cas. Édouard Philippe fait clairement partie de ceux qui aimeraient voir un Premier ministre de droite aux côtés d'Emmanuel Macron. En voilà un qui donne le ton ce matin. Xavier Bertrand, dans une interview au Figaro, le président de la région Hauts-de-France explique avoir été contacté par les équipes d'Emmanuel Macron, et cela pendant l'entre-deux-tours. Il a dit non au ralliement. C'est donc à lire dans le journal ce matin. Alors qui pour Matignon, la guerre est-elle vraiment déclarée ou pas avec François Bayrou? On a beaucoup de questions à poser ce matin à Benjamin Griveaux, le porte-parole d'En Marche qui sera à l'invité d'LCI. Ce sera tout à l'heure à 8h15. Mélenchon, pour sa part, a donné hier le coup d'envoi de sa campagne à Marseille. Le candidat de la France Insoumise espère bien prendre sa revanche après la présidentielle. Et il promet de remplacer le PS. Explication Yael Chambon. Bonjour. Si Jean-Luc Mélenchon se sent partout chez lui, c'est à Marseille qu'il se lance dans la bataille des législatives. Il est apparu que c'est à Marseille que le message se ferait le mieux entendre. Pourquoi ? Parce que Marseille est un petit concentré de la France. On y trouve toutes les caractéristiques qui sont celles du pays. Avec 39% des suffrages obtenus à la présidentielle dans cette 4e circonscription, pas besoin d'enracinement politique pour espérer un bon résultat. En 2004, c'est dans l'Essonne qu'il obtient ses premiers mandats locaux. 5 ans plus tard, il part vers le sud-ouest, où il se fait élire au Parlement européen sur des listes du Front de gauche. Surtout moi qui ai besoin d'elle. Non, mais on a besoin d'unité. On a besoin d'unité surtout. En 2012, cap sur Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais pour affronter Marine Le Pen. Nous ne sommes pas ici sur les terres de Madame Le Pen. Ce n'est pas son fief électoral. Largement défait au premier tour. Au revoir. Ah, il est venu, hein, chiffre typique. Hein. Jean-Luc Mélenchon promet que sa lutte contre le FN n'est pas terminée. Ce soir, c'est le cœur paisible que je vais quitter cette scène, mais pas ce département. Il a finalement choisi l'autre bout de la France pour ses législatives. En tout, son parcours politique l'aura amené à faire plus de 2700 km en 13 ans. Dans l'actualité également, 7 agriculteurs qui se sont rassemblés à l'appel de la FDSEA pour interpeller Emmanuel Macron, faire entendre leurs attentes. Ils ont notamment mis le feu au contenu des bennes qu'ils avaient déversées devant la préfecture avant d'être délogés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Et puis les salariés de l'équipementier automobile GMS Industries, c'est dans la Creuse, eh bien ils maintiennent la pression. Le site qui est menacé de liquidation judiciaire, eh bien les salariés affirment avoir piégé leur usine et ils ont commencé à détruire du matériel. 279 emplois sont concernés. 280 personnes ici à la souterraine, c'est énorme. C'est des familles qui vont mourir. Les gens vont être obligés de partir, qui ont des maisons, qui ont des enfants. Donc aujourd'hui, s'il n'y a plus de travail ici, nous on ne demande pas de l'argent, on demande du travail. On demande juste de vivre, bien vivre. Et les constructeurs nous suppriment toutes les commandes. Donc on n'a plus de travail, on n'a plus de pièces à produire, enfin très peu. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est défendre notre emploi, notre entreprise. Ah, on lâchera rien, non. Enfin, moi, personnellement, je lâcherai rien.
Et je pense qu'on est beaucoup comme ça à penser exactement la même chose. Aux États-Unis, Donald Trump n'en finit plus de se justifier après le limogeage pour le moins brutal du patron du FBI. Une partie de l'opposition, vous le savez, le soupçonne d'avoir voulu enterrer l'enquête sur ses soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie.